Bonsoir. Bienvenue à cette dernière conférence de notre cycle sur la bioéthique. Le cycle s'intitulait Bioéthique et nouvelles technologies. Quelle humanité préparons-nous ? Au cours de ce cycle, nous avons accueilli Alain de Broca, Thierry Magnin, Éric Fiat et Marie Jotil, et donc ce soir Dominique Quignot, pour nous exposer et clarifier les défis, les promesses ainsi que les questions posées par les révolutions en cours du numérique et des bioingénieries. Nous avons entendu comment le courant transhumaniste nous promet de vaincre toutes nos vulnérabilités. Nous avons entendu que notre vulnérabilité peut faire finalement partie de notre vie, que ces vulnérabilités n'ont pas forcément à être vaincues, mais plutôt vécues. Ont été soulignées en particulier les relations entre amour et vulnérabilité. La notion de limite a également été abordée au cours de ce cycle, en relation avec celle de la dignité de l'humain, la dignité de tous et de chacun, constituant pour nos intervenants qui se sont exprimés la limite à ne pas franchir. Alors, ce soir, on aborde le sujet sous un autre angle. En France, les sujets de bioéthique sont régis par une loi bioéthique, c'est depuis 1994, qui a été révisée une première fois en 2004, et à partir de 2004, la notion de révision régulière de cette loi est introduite dans la loi pour tenir compte des avancées de la science, des techniques et de la société. Parmi les thèmes qui seront abordés ce soir, le rôle central du Comité consultatif national d'éthique, la préparation de la révision de 2018 qui a finalement été repoussée à 2019 où Madame Quignot nous en dira davantage. Alors, sur le Comité consultatif national d'éthique, la France a été le premier pays à créer un tel comité pour les sciences de la vie et de la santé. Sa vocation est de soulever les enjeux des avancées de la connaissance scientifique dans le domaine du vivant et de susciter une réflexion de la part de la société. Ces informations-là, je vous les donne, elles sont issues du site internet du Comité consultatif national d'éthique. Alors, ça a été créé par François Mitterrand en 1983. Les questions posées par... J'ai plus de micro, si. Les questions posées par l'assistance médicale à la procréation et l'expérimentation sur l'homme sont parmi les premiers sujets abordés. La réflexion se poursuivant sur ces sujets et s'étend à d'autres thèmes tels que la recherche sur l'embryon humain, l'accès à l'information génétique, les neurosciences, le statut des éléments du corps humain, la biodiversité et aujourd'hui tout ce qui tourne également autour de l'intelligence artificielle. Pour nous éclairer sur ces sujets liés à la loi, ça c'est un lapsus, c'est un lapsus qui introduit le fait que Madame Quignot était à la direction du journal La Croix, mais pour nous éclairer sur ces sujets liés à la loi, son élaboration, sa révision, nous avons l'honneur d'accueillir Madame Dominique Quignot. Madame Quignot, vous avez effectué une longue carrière de journaliste qui vous a mené à la direction du journal La Croix. Vous êtes l'actuelle présidente des Semaines sociales de France et vous êtes membre du Comité consultatif national d'éthique en tant qu'une des 5 personnalités désignées statutairement par le président de la République et appartenant aux principales familles philosophiques et spirituelles. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation malgré votre agenda particulièrement chargé. Vous nous avez confié à l'instant que vous repartiez pour une réunion demain midi. Toujours pour le CCNE. Merci. Et donc, Madame Quignot nous parle pendant à peu près 1 heure, 1 heure et quart. Et puis après, il y aura un temps pour les questions. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre invitation. Je suis un peu impressionnée par la liste des intervenants qui m'ont précédé sur ce cycle autour de la bioéthique parce que je ne suis pas spécialiste du tout, ni médecin, ni scientifique, ni théologienne, ni philosophe. Voilà, mon parcours, vous l'avez dit, je suis journaliste. Donc observatrice de ce qui se passe dans la société et dans le monde,
Alors j'ai beaucoup suivi ces sujets à la Croix, et je les suis à nouveau au sein du Comité consultatif national d'éthique. Donc je me suis familiarisée avec la réflexion éthique, disons, qui n'est pas seulement une spécialité, elle l'est pour certains, mais qui est aussi un exercice auquel chacun de nous peut être conduit à se livrer dans sa vie personnelle, familiale, professionnelle ou citoyenne. Voilà, c'est à ce titre que j'ai accepté de m'exprimer ce soir et de répondre aux questions que vous pourriez me poser. Peut-être pouvons-nous commencer par dire où nous en sommes du processus législatif, parce que quand votre parcours a été lancé, j'étais censée intervenir une fois le projet de loi connu, etc., ce qui n'est pas le cas. Bon, il a pris du retard. Je pense que vous comprenez pourquoi il a pris ce retard, vu les problèmes que connaît le gouvernement actuel. Voilà. Il devait, parce que pour tenir les délais, et vous savez que le président Macron tenait beaucoup à tenir tous les délais et aller vite, il était censé être présenté avant la fin de 2018. Les révisions précédentes avaient toujours pris pas mal de retard, hein, aussi. C'est finalement des sujets assez complexes. Voilà, aux dernières nouvelles, il devrait être présenté fin juin, ce texte. Le texte. Ce qui veut dire que après les débats n'interviendraient pas tout de suite. Alors certains disent il devrait être en tout cas présenté au Parlement en juillet, parce que ce serait une fenêtre de tir qui ferait que les opposants à un certain point de la loi ne seraient pas très disponibles pour intervenir. Voilà. Mais peut-être ce sera encore plus lointain, parce qu'il y a quand même de gros dossiers en cours, les retraites, la loi santé, le budget, la sécurité sociale, et puis tout ce qui va sortir peut-être du grand débat. En tout cas, le débat au Parlement ne devrait pas avoir lieu avant la fin de l'année, et peut-être même début de l'année suivante. Voilà. Pour revenir au grand débat, on n'a pas le sentiment que ce soit des sujets qui aient été beaucoup abordés dans les débats. Donc comment la situation politique actuelle va-t-elle influer sur le contenu de la loi de révision bioéthique? C'est difficile à dire. Ce qui semble à peu près sûr, c'est qu'on ne reviendra pas sur la loi sur la fin de vie. Ça, on le sait depuis un moment, va laisser le temps à la loi actuelle qui est récente de s'appliquer. Et la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes vivantes en couple de femmes ou femmes seules, sera vraisemblablement proposée. C'est un engagement du président de la République, ça a été redit aux organisations LGBT il n'y a pas longtemps, etc. Voilà. Mais pour le reste, il reste quand même lié à ces questions des sujets dont on ne connaît pas, dont on ne sait pas exactement comment ils interviendront dans le cadre de la loi. Par exemple, les conditions de reconnaissance de la filiation, les questions de la levée de l'anonymat, etc. Mais j'y reviendrai plus tard sur ces questions qui pourraient être en débat, au-delà de l'ouverture de la PMA à toutes. Donc, je pourrais, dans un premier temps, je vais peut-être vous expliquer comment se sont déroulés les états généraux de la bioéthique, qui donc précèdent la révision de la loi, et qui pour la première fois cette année, et depuis la loi précédente, était confiés au Comité consultatif national d'éthique. Voilà. Donc c'est ce comité, sous la présidence de Jean-François Delfrécy, qui est donc le président de cette instance, qui est un médecin, s'est chargé de faire vivre ce grand débat avant l'autre. Donc on vous l'a expliqué tout à l'heure, en théorie c'est tous les 5 ou 7 ans que doit se faire ce grand débat pour la révision des lois, en fonction des évolutions de la science sur un certain nombre de sujets qui peuvent être amenés à changer la loi. La dernière date de juillet 2011.
Bon, le CCNE, donc, on vous l'a expliqué aussi, était créé sous François Mitterrand, constitué de 40 membres. Ces 40 membres représentent un certain nombre d'institutions, soit de recherche, soit de ministères, soit de grands centres médicaux, soit de l'INRA par exemple. Il peut y avoir aussi, désormais il y a, il y a beaucoup de juristes aussi qui dans ces 40 personnes. Il y a aussi des économistes de la santé, enfin bon, c'est un panel des philosophes, un panel assez large, et donc cinq représentants des familles philosophiques et spirituelles. Et donc moi j'ai été nommé par le président précédent au titre de la famille catholique. Voilà. Mais c'est une nomination qui vient de la présidence de la République. Je ne suis pas nommé par l'Église catholique. Et m'ont précédé en revanche des théologiens moralistes, des jésuites. Celui qui était avant moi s'appelait Xavier Lacroix, c'était un théologien moraliste, c'était un laïc mais un théologien moraliste. Voilà. Il s'est pris une orientation un peu différente avec Hollande, c'est-à-dire de ne pas nommer les représentants assez officiels des institutions. Voilà, ça lui a été reproché. Après, il faut savoir que les personnes se trouvent là à leur titre, titre personnel, quoi. Je veux dire, ils ne sont pas là pour porter la parole de leurs institutions, que ce soit dans ces 5 personnes, mais que ce soit aussi les représentants d'autres institutions ou d'autres ministères. Par ailleurs, l'Église catholique a des instances pour s'exprimer, pour prendre la parole et tout ça. Voilà. Donc c'est peut-être l'ambiguïté de la situation. On pourra y revenir si vous voulez. Je pense qu'ils consultent quand même les représentants de l'Église pour savoir s'il y a veto ou pas veto. Hein, mais bon, voilà. Donc, parmi les représentants, pour les protestants aujourd'hui, c'est Marion Muller-Collard que vous devez connaître, voilà, qui m'a envoyé un petit message pour me dire « Je sais que tu es à Mulhouse, mais je ne peux pas être là, je serais venu t'écouter. » Voilà. Alors, pour ces états généraux, il y avait 8 thèmes en débat qui ont été définis et qui toutes, en fait, ne sont pas liées à des évolutions scientifiques. Je veux dire, c'est vrai que les questions autour de la PMA ou les questions autour de la fin de vie ne sont pas liées du tout à des progrès médicaux ou scientifiques aujourd'hui. C'est plutôt lié à des demandes sociétales. Alors ça, c'est aussi une question qu'on verra peut-être tout à l'heure. Donc il y avait, outre ces 2 gros sujets, ceux qui ont occupé beaucoup les espaces, notamment médiatiques, il y avait des choses sur les examens génétiques, sur la recherche sur l'embryon et les cellules souches, les dons d'organes et les greffes, les neurosciences, l'intelligence artificielle, on avait eu un écho, et les questions autour de santé et environnement. Donc au cours de ces états généraux, il y a eu des débats en région, organisés en partenariat avec les espaces éthiques régionaux. Et finalement, c'est un accent qui a été mis à cette réflexion et qui devrait se poursuivre au-delà des états généraux, c'est-à-dire refaire en sorte qu'il y ait davantage de liaison entre le CCNE national et les espaces éthiques régionaux. Par ailleurs, il y a eu un deuxième créneau d'expression, c'était un site interactif sur lequel les gens pouvaient s'exprimer sur tous ces chapitres, voilà, qui a été bien utilisé par, je dirais aussi par les militants de tous bords, hein, qui ont pu y exprimer leurs propositions. Et puis il y a eu aussi, et peut-être la partie la plus intéressante, en tout cas comme membre du CCNE, ce sont les auditions d'associations, de tous horizons, des associations de patients, des associations à caractère religieux, des sociétés savantes, voilà, donc qu'on recevait pendant 1 heure. Ça n'était pas un débat contradictoire, on les écoutait, et les textes qu'ils nous proposaient ont été après mis sur le site. Tout peut se retrouver sur le site du CCNE, hein, donc c'est quand même des outils intéressants. Et puis le 4e moyen utilisé,
était celui d'un comité citoyen, c'est pas un jury citoyen, un comité citoyen d'une vingtaine de personnes qui ont travaillé, qui ont été désignées par par un institut de sondage, pour être à peu près représentatif, enfin 20 personnes représentatives de toute la société française, de toute façon c'est gageux. Et voilà, mais qui ont travaillé aussi assez sérieusement pendant plusieurs week-ends pour se faire une opinion notamment sur la PMA. Voilà. Donc les deux sujets qui ont été les plus travaillés, à la fois sur le site, dans les débats en province et tout ça, c'était fin de vie et procréation médicalement assistée. Il y a eu quelques fois où le débat n'a pas été très facile parce que les militants anti-PMA pour toutes ou pro-PMA pour toutes ont quelquefois monopolisé la parole et laissant apparaître des positions antagonistes, et on y reviendra, qui ne sont pas forcément très propices au débat apaisé qu'a priori souhaitait le président Macron. Malgré tout, je trouve que ces états généraux ont été plutôt réussis. Alors, il faut être clair, ça n'a pas rassemblé l'ensemble de la population française, même s'il y a eu pas mal de débats, même s'il y a eu beaucoup d'associations, même s'il y a reçu, même si sur le site il y a eu beaucoup de propositions. C'est quand même une partie infime de la population française qui s'est intéressée au sujet. Mais voilà, ça s'est plutôt bien déroulé. Je pense que les gens ont pu s'exprimer. Mais la remarque que l'on peut faire, c'est que comme ne sont venus souvent, comme les gens n'étaient pas forcément experts des sujets les plus complexes, sont venues les questions plus générales. Et au bout du compte, sur les sujets plus complexes, j'ai l'impression que ce sont finalement les experts, les scientifiques et les médecins qui ont presque le dernier mot quand il faut proposer des évolutions de la loi. On s'est aperçu au cours de ces débats que finalement la loi actuelle était très peu connue et que finalement les gens ne s'intéressaient pas non plus forcément aux questions juridiques liées à ces lois. Mais en creux est apparue quand même une question qui n'avait pas été prise en compte au début, c'est une certaine inquiétude de la population française par rapport au système de santé actuel. C'est-à-dire la crainte d'une déshumanisation. Bon, vous avez dû le voir avec les questions sur l'intelligence artificielle, mais pas seulement. Question des inégalités aussi, et notamment des inégalités régionales, les déserts médicaux, etc. Donc, on a vu et ça ne se traite pas dans la loi de bioéthique, en fait. On voit bien que les questions centrales santé, elles concernent aussi d'autres éléments que cette loi très précise. Alors, à l'issue de tous ces débats, qui sont tenus au printemps dernier, parce que comme on était alors très pressé par le calendrier, puisqu'on était censé, tout devait être clos pour septembre, de façon à ce que la loi qui commençait à être travaillée dans les services des ministères puisse être proposée. Donc ça a été vraiment à marche forcée. Donc dans un premier temps, de tous ces débats, CCNE a fait un rapport que personnellement je trouve intéressant, un rapport neutre, qui est le plus objectif possible, qui a rendu compte de tout ce qui était entendu. C'était remonté par les espaces régionaux qui faisaient leur propre synthèse, après une synthèse générale, et tout ça. C'était un gros travail qui donnait bien l'esprit de ce qui avait pu être entendu sur tous ces domaines. Ensuite, le CCNE a rendu un avis propre sur ces questions-là pour proposer ses recommandations, et toujours dans un temps très, très serré, qui à mon avis justement était trop serré pour permettre une discussion suffisante, pas forcément sur les sujets que le CCNE avait déjà beaucoup traités, PMA et fin de vie, mais sur des sujets qui sont tout aussi graves, qui sont les tests génétiques, etc. C'est une question de recherche sur l'embryon et tout, qui mérite du temps de débat entre des gens qui n'ont pas forcément les mêmes approches sur ces sujets.
Ce qu'il faut savoir, c'est que le CCNE n'a pas été le seul organisme à plancher. Voilà. Avant, pour éclairer le législateur, il y a plusieurs instances qui parlent. Il y a d'abord l'agence de biomédecine, ce qu'on appelle l'agence de biomédecine, qui en janvier 2018 a rendu un rapport qui partait de la loi de 2011 pour dire, d'après cette agence, ce qu'il fallait en changer. Donc c'était des questions assez... un peu marginal par rapport aux grandes questions qui ont été abordées après, c'est-à-dire plus des précisions sur la loi, des incertitudes, des imprécisions. Donc il demandait, il faudrait que telle et telle chose soit comment dire, précisée. Après, en juin, l'année dernière, ça a été le Conseil d'État qui a fait un rapport très intéressant, dont il faut savoir que ce qui est intéressant par rapport aux autres, c'est qu'il regarde sous un angle juridique. C'est-à-dire qu'il ne se contente pas de dire oui ou non à telle et telle proposition, c'est qu'ils imaginent bien les conséquences juridiques. Parce que c'est très simple apparemment de dire oui à telle et telle chose, et puis en fait l'engrenage est compliqué derrière, et donc il faut le prévoir. Le 25 octobre, c'était l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui lui est chargé d'informer plus précisément les parlementaires, qui a rendu son avis. Et le 15 janvier dernier, la mission parlementaire. Je vais vous rappeler, les rapporteurs, c'était Jean-Louis Touraine et Xavier Breton. Jean-Louis Touraine pour la République En Marche et Xavier Breton pour les Républicains. Et c'est celui des rapports qui est le plus libéral, quoi. C'est celui qui propose le plus d'ouverture sur tous les sujets. Et il faut savoir que le rapporteur Xavier Breton n'a pas signé le rapport. C'est voilà, considéré qu'il était trop loin des propositions faites, etc. Mais globalement, tous ces travaux vont dans un sens quand même plutôt d'une ouverture plus grande sur un certain nombre de sujets. Voilà, il y a une sorte de cohérence. Peut-être que c'est le Conseil d'État qui est le plus réservé sur certains sujets. Voilà. Voilà, donc ça, c'est les questions qui ont été... la manière dont le travail a été préparé, sachant que les parlementaires ont reçu par ailleurs des tas de spécialistes, ils ont reçu aussi les représentants des religions, etc. Parce que également, bon, l'Église catholique a publié des textes, voilà. Le CCNE n'est pas le seul organisme qui permet aux parlementaires de faire leur choix. Mais c'est compliqué le choix pour eux, parlementaires, parce qu'ils ne sont pas tous des grands spécialistes de la question. Même si en général ils ont la liberté de voter comme ils veulent, c'est quand même une grosse responsabilité. Et je sais que dans certains diocèses, il y a eu des échanges avec des élus pour voir les questions qu'ils pouvaient avoir à se poser, leur proposer un peu une réflexion. Mais on sent que ce sont des sujets qui sont difficiles à trancher pour certains d'entre eux. Voilà. Donc les points en débat, moi je veux dire ceux sur lesquels, bon je vous dis, sur fin de vie, sans doute rien, sur PMA, sans doute oui, l'ouverture, etc. Sur les points qui ne sont pas encore, à mon avis, tranchés, qui peuvent, voilà, dont on verra à la lecture de la loi si des choses vont bouger. Donc, lié à l'aide médicale à la procréation, il y a la question effectivement de l'anonymat des donneurs, donc des donneurs de sperme. Donc ça, c'est quelque chose qui est beaucoup monté aussi dans les médias par certaines associations d'enfants nés du don, mais sachant qu'il y a d'autres associations d'enfants qui ne le réclament pas. Donc la levée de l'anonymat, elle pose des questions, à vrai dire, assez pratiques. Voilà, le sperme, c'est une denrée rare. Et donc lever l'anonymat, c'est risquer de tarir encore parce que bon,
peut-être peut-on être disposé à donner son sperme à un moment donné de sa vie, puis pas très envie d'un jour de recevoir un appel pour dire voilà, il y a un enfant qui souhaiterait vous rencontrer. Donc voilà, il y a cette question du nombre de donneurs qui du coup, c'est pas seulement que les dons baissent qui serait un problème, c'est que du coup ça risque d'entrer dans un processus de marchandisation, c'est-à-dire de payer pour, etc. Et ça c'est quelque chose, un principe du droit français qui serait remis en question. Donc cette question, elle n'est pas tranchée. Beaucoup pensent qu'aujourd'hui, qu'on peut au moins donner des indications dont on dit non identifiantes, qui existent déjà sur la santé, etc., mais qui pourraient un peu aller au-delà, le milieu professionnel, enfin le milieu dont est issu le donneur et tout ça. Mais les associations d'enfants du don qui réclament quelque chose, ils réclament plus que ça. Ils veulent savoir qui est le géniteur. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, ils ne confondent pas leur père et le géniteur, mais ils ont besoin de savoir. Ils posent la question quand même du don. Et la question de la filiation. Alors, les associations de LGBT, comme on dit, elles souhaiteraient que soit reconnue une présomption de comaternité. C'est-à-dire que soit avant la naissance, que devant notaire, deux femmes qui veulent entrer dans un processus de PMA disent voilà, nous serons les mères de cet enfant à naître. Sachant qu'aujourd'hui, ça n'est pas le cas. C'est la mère qui accouche, qui est la mère, et l'autre doit faire une démarche, soit d'adoption, soit on lui donne une délégation de droits parentaux, etc. Donc ça, c'est une question assez importante, parce qu'après, du coup, il y a la question de discrimination. Est-ce qu'il faut étendre à tous les parents, y compris hétérosexuels, comme un enfant par PMA, qui fassent avec donneur, surtout de coparentalité, etc. Donc il ne suffit pas de dire oui à une chose, c'est bien de mesurer que ça change après fondamentalement les questions de reconnaissance, de filiation, etc. Voilà. Donc ça, c'est une question qui n'est pas tranchée. Une autre question qui n'est pas tranchée, mais qui peut être remise en cause, c'est aujourd'hui, vous savez que on ne peut pas, quand un homme décède, sa femme ne peut pas utiliser le sperme qu'il a pu faire congeler, ni même un embryon s'ils ont commencé un processus, etc. Donc ça aussi, ça risque d'être remis, voilà. Parce que, assez logiquement, si on autorise des femmes seules à avoir des enfants par PMA, du coup on se dit c'est quand même bizarre de ne pas le permettre à une femme veuve qui avait un projet parental avec un homme qui est décédé, etc. Mais ça pose quand même des problèmes mettez en avant les psychologues, est-ce que c'est sain que quelqu'un mette au monde un enfant après le décès de son père, etc. Toutes les questions sont très complexes en fait. Et on voit bien que quand on ouvre une possibilité, il y a des possibilités qui se présentent par ailleurs. Il y a la question aussi de ce qu'on appelle la conservation ovocytaire. Donc c'est le fait pour des femmes de pouvoir faire conserver leurs ovocytes. En fait, une des grandes questions, et celle-là ne dépend pas de la loi bioéthique, mais dépend de notre organisation de la société, c'est que les femmes ont leurs enfants de plus en plus tard. Et donc la fécondité, la fertilité en souffrent, etc. Donc l'idée est que on puisse, si on est une jeune femme, faire congeler ses ovocytes pour plus tard, si aujourd'hui... c'est ceux qui argumentent en faveur disent c'est au nom des femmes de disposer librement de leur corps. D'autres parlent de ces grandes entreprises américaines qui proposent de payer ça
à leurs jeunes employés pour qu'elles travaillent bien pendant tout le temps où elles sont jeunes, et puis après, voilà. Puis bon, c'est une partie un leurre, parce que c'est d'imaginer aussi que le jour où elles auront besoin de ces ovocytes, que la PMA fonctionnera, ce qui n'est pas du tout assuré. Les taux de réussite sont quand même, enfin les médecins le savent parfaitement, sont quand même pas très élevés. Donc voilà, il y a cette question, à mon avis, qui va venir. Sur la GPA, donc la gestation pour autrui, je pense que là, rien ne bougera. Après, il y a la question de la recherche sur les embryons et les cellules souches. Alors c'est plus complexe, je n'entrerai pas dans les détails parce que je ne suis pas assez compétente pour en parler. Par exemple, le Conseil d'État recommande de ne pas toucher à la loi actuelle. Mais on sait que les chercheurs voudraient qu'ils aient un peu plus de temps pour travailler sur un embryon congelé, non utilisé dans un projet parental, puisqu'on n'a pas le droit de créer un embryon pour la recherche, mais on peut utiliser des embryons existants pour la recherche. Ils voudraient élargir le délai aujourd'hui c'est quelques jours, jusqu'à 14 jours pour pouvoir travailler dessus. Donc ça c'est une question pour tous les gens qui sont hostiles à cette recherche sur l'embryon. C'est vrai que voilà, ça pose des questions. Il y a aussi autour des cellules souches embryonnaires. Les gens considèrent qu'aujourd'hui les cellules souches embryonnaires, c'est pas elles qui posent problème, c'est finalement les cellules souches quelles qu'elles soient, même issues de reprogrammées adultes, mais c'est l'usage qu'on en fait. Et donc ne pas réglementer la recherche sur les cellules embryonnaires, mais réglementer sur l'usage qu'on peut en faire. Donc je ne sais pas si ça va se changer aussi. Puis il y a toutes les questions liées au dépistage des possibles anomalies génétiques. Avant même de mettre en route une grossesse en préconceptionnelle considérée, et éventuellement en population générale, comme ils disent, c'est-à-dire voilà, tout un chacun pourrait avoir le droit de vérifier s'il est porteur de gènes. Voilà. Alors ça c'est une question énorme, extraordinairement compliquée, je trouve porteuse de questions très très importantes. Alors l'argument qui est beaucoup employé, c'est qu'aujourd'hui, des gens peuvent avoir accès à la connaissance de leur gène par des biais détournés par ces sites qui proposent des choses généalogiques, des connaissances généalogiques, etc. Et donc finalement, les gens disposent d'un matériel qu'ils ne savent pas ou qu'ils peuvent mal exploiter ou sans être accompagnés, etc. Donc beaucoup disent qu'il vaudrait mieux que tout ça soit bien encadré, qu'il y ait des métiers liés à la génétique, de conseillers génétiques et puis les accompagner. Voilà. Mais ça pose des tas de questions. Ça pose, quant à la détection de maladies nouvelles chez les enfants à naître qui peuvent du coup entraîner des avortements médicaux, c'est la question, ce que les évêques dans leur texte sur la procréation appellent l'eugénisme libéral. C'est-à-dire c'est pas un eugénisme d'État qui décide en aimer, mais c'est tous les intérêts particuliers qui finissent par faire un certain... Bon, ça c'est une vraie question. Puis la question qui ne concerne pas forcément là pour le coup les enfants à naître, mais des adultes à qui on trouve une maladie qui va se déclencher dans quelques années, qu'est-ce que ça va faire pour les assurances, dans le monde du travail, qui va avoir accès à ces informations, qu'est-ce que c'est cette anxiété que vont avoir les gens en développant, en se disant tiens j'ai ça qui va peut-être se déclencher, etc. Bon, il y a énormément là aussi de questions là-dessus. Voilà. Donc par exemple là le Conseil d'État est aussi plus réservé que les autres institutions qui sont exprimées. Il ne trouve pas que l'intérêt de ce qui va être découvert soit plus important que le risque eugénique qui existe. Voilà. Il y a une question aussi qui revient, alors qui paraît moins importante, mais qu'il va falloir retravailler toutes ces lois,
c'est la question du consentement. Vous savez que dans toutes les... Enfin, c'est une notion importante aussi, c'est que le malade, le patient, voilà, doit exprimer son consentement, mais avec des pratiques nouvelles liées par exemple à l'intelligence artificielle, où il est très compliqué d'expliquer à quelqu'un qu'on va utiliser tel système, je sais pas quoi, tel algorithme pour déceler. Comment expliquer clairement à quelqu'un ce qu'on va lui proposer, comment exprimer le consentement réel, voilà. Enfin, c'est une notion qu'il va falloir aussi préciser. Et avec, surtout ces questions-là, la question du risque de marchandisation, quoi. Ça devient une industrie, et d'une certaine manière, la question de la procréation, une industrie qui est ouverte à l'étranger, en Espagne, etc., pour la PMA, ce sont des cliniques qui ça rapporte beaucoup d'argent. Donc on a vu, on en était dans le processus législatif. Je vous ai dit très rapidement et trop rapidement les points qui peuvent changer et qui sont porteurs de beaucoup de conséquences. Maintenant, j'aimerais témoigner à l'intérieur du CCNE, mais aussi, je pense, dans tous les débats, des tensions éthiques que l'on peut sentir dans notre société pluraliste, en fait, hein, les points où les positions et les convictions se heurtent. Et pour plaider contre moi-même et contre les journalistes, je regrette toujours que quand ils rendent compte d'un avis du CCNE, ils se contentent d'aller à la dernière partie qui est celle de la recommandation ou de l'avis, sans lire toute la démarche de réflexion qui a conduit à cet avis, parce que c'est souvent, même quand je ne suis pas forcément d'accord avec la conclusion, je trouve que la démarche décrite est intéressante. Voilà. Donc, voilà, ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne s'agit pas, parce que là, quand on est amené à parler sur ces questions, on met en évidence les risques, les dangers, les dérives possibles, etc. Je pense qu'il faut faire attention de ne pas non plus être a priori contre tous les progrès de la science et de la médecine, quoi. Je veux dire, même, ça a dû être le cas quand on vous a parlé de l'intelligence artificielle. Il y a des choses formidables que permettent aujourd'hui les robots en chirurgie, etc. Je veux dire, en soi, il n'y a pas à contester ça. Et au sein du CCNE, tous les gens, notamment tous les chercheurs, tous les scientifiques, sont toujours très très attentifs à dire attention, ne freinons pas la recherche, ne freinons pas, voilà, la connaissance en soi, elle est positive. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est les tensions. Enfin, pour moi, ce qui est intéressant dans ce qui se vit au CCNE, c'est la démarche, quoi, de réflexion, quoi. C'est de poser tous les attendus, toutes les conséquences possibles, etc. Et voilà, c'est très riche. Voilà, du coup, ça fait que on n'est pas toujours très confortable face à ces questions. Et j'aime toujours citer, j'avais vu dans la croix un dessin qui était présenté par un dessinateur qui s'appelle Pascal Lemaître, qui était d'ailleurs à propos de ces questions de bioéthique. On voyait allongé sur un divan de psychanalyste un point d'interrogation. Et il parlait à son thérapeute et il disait « Parfois j'envie l'assurance du point d'exclamation ». Et face à toutes ces questions, c'est vrai qu'on a beaucoup de points d'interrogation, et voilà, peut-être que ce serait plus confortable d'avoir des points d'exclamation, mais c'est pas toujours simple. Voilà, dans l'avis, il y a eu un avis du CCNE qui a précédé la précédente loi. Et à l'époque, c'était pas le CCNE qui organisait les états généraux, donc eux, ils donnaient leur avis avant. Et c'est un avis qui est très intéressant, c'est l'avis 105. Vous pouvez le retrouver sur le site, parce que je trouve qu'il explique bien la démarche du CCNE. Et je vais faire une citation de leur texte. Seul le Parlement dispose de la légitimité nécessaire pour tracer les frontières du licite et de l'illicite qui ne peuvent être laissées à la seule déontologie des acteurs concernés.
Toutefois, le pluralisme des opinions, dont l'expression est garantie par la Constitution, fait ressortir des divergences selon les références philosophiques ou spirituelles, les expériences personnelles ou professionnelles des uns et des autres. En outre, même quand il existe un accord sur les valeurs, il peut subsister des divergences quant à la manière de les hiérarchiser. Voilà, et donc je voudrais avec vous faire un peu une liste de ces tensions que moi j'ai ressenties en transversal sur tous les thèmes. Parce qu'on voit bien que selon le côté vers lequel va pencher la balance, ben, c'est des conséquences pour la société dans laquelle nous vivons. Puis on voit aussi sur ces questions qu'il y a des questions de vocabulaire et de mots, sur lesquels que l'emploient les uns et les autres, avec des convictions différentes, mais ils ne mettent pas le même contenu sur le mot. On va le voir sur plusieurs... Voilà. Alors la première tension moi, que je ressens, qui est permanente, c'est le conflit entre l'intérêt particulier et l'intérêt collectif. Voir ce que nous pourrions appeler le bien commun. Alors quand je dis intérêt particulier, attention, ce n'est pas forcément de l'égoïsme, enfin c'est pas forcément négatif, parce que ça tourne autour de notions telles que l'autonomie de la personne, ou la liberté de la personne, ou l'apaisement de sa souffrance. Et on voit bien que dans les questions de fin de vie, les questions de MP, ces revendications-là, elles ne sont pas a priori à rejeter, la question de l'autonomie, de la décision, de la personne, etc. Mais après, il faut le mettre en regard avec le bien pour le plus grand nombre. Le bien de nous tous, comme on dit. Bien commun, donc. Ou autoriser l'ouverture de l'AMP, par exemple, aux femmes en couple ou seules, a des conséquences pour les enfants qui naîtront. Sur l'histoire de la filiation, on l'a vu tout à l'heure, ou plus prosaïquement sur ces denrées rares que sont les dons de sperme. Et donc, qui peuvent du coup manquer pour les couples qui sont touchés, eux, par une infertilité pathologique. Quoi. Voilà. Donc, on peut mettre en cause la gratuité, donc arriver à la marchandisation, etc. Voilà, on voit bien qu'il y a d'un côté la liberté de la personne ou son autonomie, décider seule, mais par ailleurs les conséquences, on voit bien sur la fin de vie par exemple, parce que contrairement à ce que pensent à mon avis les défenseurs de l'euthanasie, ça ne concerne pas qu'eux seuls. C'est souvent la revendication, c'est de dire c'est mon droit, ça ne gêne personne si c'est moi qui décide. Bon, outre que ça intéresse leurs proches, leurs voisins, ça change aussi l'idée que l'on peut avoir sur les personnes en situation de dépendance ou en fin de vie, de se dire c'est une vie qui ne vaut pas la peine d'être vécue, puisque certains... voilà. Donc là, c'est par exemple sur cette question-là, on voit bien il y a un débat sur le mot dignité. Dignité de la personne. Vous savez bien que l'association qui milite pour l'euthanasie, c'est le droit de mourir dans la dignité. Voilà, je pense que tout le monde a envie de mourir dans la dignité. Hein, mais sauf qu'on ne met pas la même chose sous le mot. Quoi. L'homme, certains pensent que l'homme est digne par nature. Ou est-ce que certains considèrent qu'il y a des moments où il perd sa dignité. Voilà, et donc c'est un débat sur lequel on voit bien qu'il y a conflit de conviction. Voilà. Qui doit avoir le dernier mot sur sa propre dignité? Je me souviens avoir dans un débat, on me dit mais c'est pas à vous de décider si je suis digne de... Enfin, vous n'avez pas à me reprocher de ne pas vouloir vivre, souffrir, ou je ne sais quoi. Voilà. Donc c'est une question importante celle-ci, et de se dire qu'est-ce que nous faisons aussi concrètement, quand on est plutôt dans l'opposition à l'euthanasie, pour témoigner concrètement de ce souci que nous avons de la dignité de toute personne. La deuxième tension qui en découle, c'est la question de la place du plus faible, du plus vulnérable, du plus petit et du plus fragile, de la personne handicapée, etc. Quoi.
ou de la personne très âgée, dépendante, etc. Voilà, le sujet fin de vie alimente cette question, bien sûr, je viens de le dire, mais aussi la question des tests génétiques, voilà, et du dépistage des anomalies. Voilà. Qu'est-ce que... Pour certains, il est plus éthique, je passe mes mots, mais je l'ai entendu, plus éthique d'empêcher que viennent au monde des enfants atteints d'une très lourde pathologie, de prévenir leur naissance, c'est quelquefois le mot qui est employé. Et donc certains refusent que soit employé le mot d'eugénisme à ce propos-là. Pour ces personnes, il serait absolument pas acceptable que la science ne fasse pas tout pour les soigner s'il est possible de les soigner, bien sûr, mais les empêcher de naître s'il n'est pas possible de les soigner. Pour d'autres, au contraire, le risque de sélection est déjà là. C'est vrai pour la trisomie, c'est vrai pour le nanisme, par exemple. Et étendre de plus en plus les indications, c'est vouloir tout contrôler, tout imposer, ce qui est un leurre d'ailleurs, parce que les accidents de la vie, qui entraînent la fragilité, la vulnérabilité, ce n'est pas juste une histoire de gènes, quoi. Voilà, donc on voit bien que là il y a aussi un débat. Voilà, et le débat sur le mot eugénisme, je vous ai dit tout à l'heure que dans leur texte sur la procréation, qui est sorti, je l'ai noté quelque part, mais je ne me souviens plus, la dignité de la procréation, c'est leur texte. Ils parlent donc d'eugénisme libéral, ils utilisent le mot eugénisme. Voilà. Et j'ai entendu dans une des auditions que nous avons eues d'associations, c'était ce qu'on appelle les sociétés savantes des gynécologues obstétriciens, très favorables à toutes ces ouvertures, etc., et refusant très strictement, quand on posait la question, l'idée que, je sais pas, étendre la recherche des anomalies à d'autres maladies que la trisomie et tout ça serait un eugénisme. Un très vieux médecin dire non, je ne veux pas qu'on emploie le mot eugénisme, ce n'est pas le cas. Il n'y a qu'un seul cas où je l'utilise, c'est pour les enfants, c'est pour les trisomiques. Et lui parlait, c'est un médecin qui s'appelait Lévy, donc il savait ce que ça voulait dire eugénisme. Il l'employait pour la trisomie. Le peuple des trisomiques, dit-il, on éradique le peuple des trisomiques. Voilà. Bon. Donc ça, c'est une question aussi assez fondamentale. Et voilà, et puis du coup, ça veut dire aussi qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut une société de la performance, quoi, voilà. Et qui est-ce qui peut être exclu après le plus malade, après le plus vieux, après le plus handicapé, je sais pas, le moins intelligent, le plus... Enfin, je veux dire, à un moment donné, les questions peuvent se poser comme ça. Voilà, mais quand on pose ces questions, on est tout de suite... c'est très, très difficile parce qu'on a le sentiment qu'on remet en cause le droit à l'avortement. Vous savez que dès que... qu'il y a des gens qui essaient de parler de la trisomie autrement pour dire voilà, on peut vivre avec un enfant trisomique, j'ai le sentiment que ça vient de milieux conservateurs qui veulent lutter contre l'avortement. Et pourtant, moi j'ai entendu aussi dans les auditions des familles d'enfants très, très gravement atteints, alors qui ne remettaient pas du tout en cause la question de l'avortement thérapeutique, mais qui disaient qu'ils avaient manqué d'informations quand même au moment de prendre leur décision. Ils disaient on ne nous a pas tout dit, on n'a pas eu le temps de se poser des questions, de rencontrer d'autres familles, de savoir comment la société pouvait nous aider à élever nos enfants, etc. Voilà. Donc, tout ça c'est un dossier important. Troisième tension, c'est ce qu'on appelle l'éthique à la française, parce que malgré tout, je pense que l'encadrement de la loi en France sur ces questions est assez strict malgré tout, plus strict que dans les pays anglo-saxons par exemple, et
plus strictes qu'en Chine, mais bon, ça n'étonnera personne. Mais aujourd'hui, ça se trouve bousculé par le fait que des pays voisins, qui sont aussi des démocraties, adoptent des lois différentes. Alors ça a été très vrai, c'est très vrai sur l'AMP, sur voilà, l'Espagne, c'est vrai sur l'euthanasie avec la Belgique, c'est vrai pour la GPA avec les États-Unis, enfin bon, voilà, la Grande-Bretagne, enfin voilà, on voit bien que le cadre français se trouve bousculé par ces législations étrangères qui... et du coup, avec un raisonnement, c'est de dire il y a des Français qui peuvent aller en bénéficier, mais ce sont les plus riches, ils ont des moyens, donc c'est injuste, donc l'égalité n'est pas respectée, donc il faut ouvrir en France pour que chacun puisse avoir droit au même... voilà. Et donc, ça, c'est une question qui est beaucoup revenue dans les discussions. Et la question revient aussi pour les chercheurs, par exemple, ceux qui font la recherche sur l'embryon, etc. C'est qu'ils disent la loi française est trop restrictive et du coup on prend du retard par rapport aux concurrents. Voilà, donc, mais c'est pas juste une question de concurrence... d'orgueil ou je sais pas quoi, ils disent on ne peut pas avancer dans nos travaux autant que les autres. Voilà. Donc là, encore un mot qui vaut, enfin je veux dire, qui mérite débat, c'est celui d'égalité, quoi. Qu'est-ce que c'est l'égalité, quoi? Est-ce que c'est vraiment tout le monde puisse faire la même chose tout le temps? Enfin bon, je pense que c'est une question qui reviendra aussi s'il y a une ouverture pour la PMA qui reviendra sur la GPA assez rapidement. C'est-à-dire pourquoi les femmes ont-elles la possibilité d'avoir des enfants par la PMA et pas les hommes, quoi. Donc voilà. Et quatrième tension, c'est autour de notre système de santé. Voilà. D'abord, d'un côté, sur un plan, voilà, qu'est-ce qu'aujourd'hui on essaie de soigner? Est-ce que ce sont des maladies, des pathologies, etc. Ou est-ce que ce sont des souffrances sociales? Voilà, qu'est-ce que c'est d'être en bonne santé? Et quel est le rôle de la médecine et des médecins là-dessus? Et ça, on voit bien qu'avec les demandes sociétales dont on a parlé, on change un cap. Après, il y a aussi sur ce système de santé les questions strictement économiques. Ouais, je veux dire, on voit bien qu'aujourd'hui il y a un développement d'une médecine de précision très individualisée, très technicisée, là aussi soutenue par l'emploi de l'intelligence artificielle. Et puis notre système, en tout cas social, qui est basé sur la solidarité. Or, ce système, qui est plutôt généreux et performant, se trouve aujourd'hui fragilisé. Donc la préservation de ce système est un objectif éthique aussi, et qui ne vient pas toujours à l'esprit quand on parle de ces questions. Voilà. L'éthique, c'est aussi de faire que tout le monde puisse bénéficier des mêmes possibilités en matière de santé. Or, on a beaucoup vu dans les débats que les gens sentaient une grande inégalité entre les territoires. Dans l'avis 105 que je citais plus haut, là, celui qui a été fait avant les lois de 2011, il était noté: de plus en plus se pose la question de la conciliation entre le devoir de mieux soigner et la responsabilité d'engager l'argent public. La recherche du meilleur possible pour tous n'est-elle pas préférable à l'excellence pour quelques-uns? Et je trouve que c'est une très bonne question aujourd'hui. Voilà. Sur la médecine pour les maladies chroniques, pour le grand âge, etc. Et puis par ailleurs des choses ultra performantes voilà, qui coûtent très très cher. Voilà. Donc c'est un équilibre à tenir. Voilà. Là en ce moment on est en train de travailler au CCNE sur un avis sur la mise à disposition effectivement des médicaments très très chers contre le cancer, etc. Dire quelle est la réflexion que l'on doit avoir là-dessus. Voilà. Donc, je le disais, l'intention sur la conception de la médecine et du métier de soignant, voilà, guérir et prendre soin, même quand on ne peut pas
enfin prendre soin même quand on ne peut pas guérir. Faut-il répondre à toutes les détresses, même quand elles ne sont pas pathologiques? Voilà. Où sont les priorités? Quelle formation? C'est des sujets qui sont beaucoup venus aussi. C'est la formation des médecins, y compris par les médecins eux-mêmes et les étudiants au cours des auditions, etc. Voilà, qui... Et bon, j'arrive à la fin, parce que je pense que... Et cette question-là de la conception de la santé que l'on peut avoir et du rôle de la médecine, etc., me fait penser à une réflexion qu'a faite souvent Marion Muller-Collard, donc membre du CCNE, donc au titre de la famille protestante. Elle a expliqué, on ne supporte, enfin notre société ne supporte plus la frustration. Et les idées de limite. On n'éduque plus à cela. Et donc, tout ce qui pourrait être possible devient souhaitable parce que voilà, on ne sait plus reculer et peser ce qui est bon ou pas. Elle l'utilise et c'est pas très facile à son argument qu'elle expose assez franchement devant le public, c'est par exemple, elle s'est opposée à toutes ces questions sur la procréation médicalement assistée, mais pour que ce soit pour les couples hétérosexuels ou homosexuels, enfin pour elle c'est un peu pareil, c'est-à-dire est-ce qu'il faut absolument aller au-delà de ce qui nous arrive dans la vie, etc. Alors ça c'est un sujet qui n'est pas si facile que ça à aborder. Quand on a soi-même des enfants, pour dialoguer avec quelqu'un, on lui dit c'est très bien, mais elle manque pas de courage. Mais je pense que sa réflexion sur la frustration, je pense que c'est une vraie question on va dire, sur les limites, quoi. Qu'est-ce qu'on se donne comme limite, voilà. Et d'ailleurs, tout récemment, je rencontrais aussi un prêtre dans le diocèse de Créteil, qui a été à l'origine des soins palliatifs, enfin, qui a beaucoup travaillé sur les soins palliatifs, et lui, il disait, mais alors, en fait, il visait un peu, par le biais, les soirées, vous savez, guérison qu'organisent certaines paroisses, certains mouvements, il dit moi, ça m'exaspère qu'on soit toujours sur la guérison, et du coup, on empêche les gens d'approfondir la question de leur... Enfin, c'était pas du tout un défenseur de il faut souffrir, c'est bien de souffrir, hein, c'était pas du tout ça, mais de mesurer ce qu'on vit dans une maladie, etc. Voilà. Parce qu'en plus, c'est un horizon qui n'est pas forcément tenable, quoi. La guérison, il y a des moments où on sait que ça ne se produira pas, donc laissons les gens... Voilà. Et j'avais envie de citer une phrase de Paul Ricoeur aussi, qui je trouve assez pertinente dans notre réflexion, pourtant elle date de beaucoup d'années. On pourrait réécrire le contrat médical dans les termes d'une série de paradoxes. Premier paradoxe, la personne humaine n'est pas une chose, et pourtant son corps est une partie de la nature physique observable. Deuxième paradoxe, la personne n'est pas une marchandise, ni la médecine un commerce, mais la médecine a un prix et coûte à la société. Dernier paradoxe qui recouvre les deux précédents, la souffrance est privée, mais la santé est publique. Il ne faut donc pas s'étonner si ce conflit sur le front de la santé publique ne cesse de s'aggraver, vu le coût de plus en plus élevé de la recherche en biologie médicale, vu celui d'exploration du corps humain et d'intervention chirurgicale hautement sophistiquée, le tout aggravé par l'allongement de la vie humaine, pour ne rien dire des attentes déraisonnables d'une opinion publique qui en demande trop à un corps médical dont elle redoute par ailleurs les abus de pouvoir. En bref, le fossé ne peut que se creuser entre la revendication d'une liberté individuelle illimitée et la préservation de l'égalité dans la distribution publique des soins sous le signe de la règle de la solidarité. Voilà, donc j'en arrive à la conclusion. Ce que je voulais vous dire, c'est... je reprends encore une phrase de la vie 105, donc qui précédait la précédente loi. Et ils s'interrogeaient, les auteurs. La loi de bioéthique doit-elle refléter l'évolution de la culture collective et rendre compte des pratiques observées, ou au contraire, savoir s'en distancer pour maintenir certains principes fondateurs ou fédérateurs comme référence? C'est une très bonne question,
qui vaut pour toutes les lois, pas seulement pour celles de bioéthique. Et c'est est-ce que nos législateurs peuvent résister à la pression de l'opinion pour garder quelques principes. Et il continuait ces auteurs de cet avis. En l'absence de consensus sur le fond, ne serait-il pas possible de parvenir au moins à un consensus sur ce qui est perçu comme inacceptable? Il serait important de se mettre d'accord sur ce que l'on refuse, sans attendre d'avoir le même avis sur ce que l'on souhaite. Et c'est vrai qu'on en est souvent là, au CCNE, c'est-à-dire on est plus sur ce qu'on refuse, pour arriver à avoir un accord d'ensemble sur ce que l'on refuse, plutôt que sur, sur quoi se mettre d'accord. Mais du coup, beaucoup en restent frustrés, parce que c'est souvent un peu mou, c'est pas le point d'exclamation que certains voudraient, quoi, voilà. Je reprends ma collègue Marion Muller-Collard, elle trouve que l'éthique se trouve à l'intersection des trois valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité. Et elle dit que si l'on favorise trop l'une de ces valeurs, c'est là qu'on déséquilibre, qu'on trouve le risque. Voilà. Pour moi, là, qui suis présidente des Semaines sociales de France, vous l'avez dit tout à l'heure, qui est une association qui est soucieuse de présenter, de porter l'enseignement social de l'Église catholique, je voudrais souligner comment cet enseignement est pertinent pour étudier les sujets complexes, y compris ceux de bioéthique, qui peuvent nous aider dans notre réflexion. J'en citerai quelques piliers. C'est la conjugaison entre la défense de la dignité de chaque personne, on l'a vu, et le bien commun. Voilà, il faut tenir les deux. La place préférentielle accordée aux plus fragiles, aux plus pauvres. C'est un choix aussi en matière de bioéthique, aux plus vulnérables. Ce qu'on appelle la destination universelle des biens. C'est-à-dire que notre système de santé doit pouvoir bénéficier à tous, aux plus démunis, à ceux qui habitent loin dans les campagnes reculées, aux étrangers. Et aussi la question de la subsidiarité qui est plus complexe. Parce que ces questions, et ça c'est mon leitmotiv, ce ne sont pas que des affaires de spécialistes. Il faut qu'on s'informe et se forme sur ces questions. Non pas forcément pour imposer nos solutions à tout le monde, mais au moins pour être nous-mêmes en accord avec ce que nous défendons dans nos manières de vivre. Voilà. Et voilà, vous avez entendu beaucoup de points d'interrogation plus que de points d'exclamation. Voilà. C'est aussi une remarque que m'avait faite un philosophe, il parlait des médias. Il m'avait dit, vous, journalistes, vous n'avez pas forcément des réponses à apporter, mais vous êtes responsable de la profondeur des questions que se posent vos lecteurs. Et voilà, moi, je sens dans cette démarche éthique et dans mon rôle mon petit rôle au sein du CCNE, où quand j'ai l'honneur de parler devant une assemblée comme la vôtre, je me sens responsable de la profondeur des questions que vous pouvez vous poser, mais je ne me sens pas forcément responsable des réponses à vous apporter ou que vous apporterez. Donc merci de votre attention.